bravo, continuez, faites 160, 70, 80. Merci, vraiment un grand merci d'être là. Le public est là pour vous. Il va pouvoir vous poser des questions, j'imagine. Et puis nous avons Xavier également, comédien, qui vit à Marseille d'ailleurs, hein, qui est le local de l'étape, alias Jésus. Alors c'est une première aussi pour moi, rencontrer Jésus en personne. Je suis impressionné. Ça fait longtemps que je vous connais. Ah, on va rien dire. En tout cas, vraiment bravo pour ce film. Un grand film de cinéma, un film où vous montrez encore une fois à quel point vous aimez les acteurs et à quel point les acteurs vous aiment. Je suis sûr que Xavier pourra répondre. Donc merci pour tout cela, mais je sens que le public est impatient de pouvoir communiquer avec vous. Donc des micros vont circuler dans la salle, n'hésitez pas à lever le bras pour pouvoir s'exprimer tout simplement. D'abord, je voudrais vous remercier. Je vous remercie par les temps qui courent, d'avoir le courage d'aller au cinéma avec tous ces masques. Voilà, donc c'est bien ce soir, vous faites preuve d'héroïsme. Voilà, alors, moi je suis ravi de faire un petit tour de France pour présenter ce film parce que depuis 60 ans, je fais ce métier. J'ai eu la possibilité de partager avec le public mes observations. C'est vrai que je suis très curieux, très curieux, et de cette curiosité est née l'envie de faire du cinéma. Voilà, donc depuis un peu plus de 60 ans, je suis fasciné par le genre humain, ses contradictions, ses hauts, ses bas. C'est vrai que tous les personnages de mes films, je les ai un peu rencontrés, ils existent. Je me suis inspiré d'histoires vraies, et c'est vrai que je travaille avec un très grand scénariste qui s'appelle La Vie. Voilà. Et donc ce scénariste a tellement d'imagination que je ne peux pas m'empêcher de travailler avec lui. Quand il pleut dans les films. Quand il y a de la neige, il y a de la neige. Quand il y a le Covid, il est dans le Covid. Et donc, si vous voulez, les personnages de mes films, ce ne sont pas des super-héros, ce ne sont pas des super-salauds, c'est des hommes et des femmes qui sont un peu moins dégueulasses que les autres et qui ont les qualités de leurs défauts. Voilà. Donc, j'aime la vie, et à travers mes films, j'ai essayé de temps en temps de vous la faire aimer. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas aussi dégueulasse qu'on essaye de nous le faire croire. Voilà. Et dans ce film, j'ai essayé de mélanger le rationnel et l'irrationnel. Car je pense que c'est la dualité que nous avons tous. On a tous deux intelligences, une intelligence rationnelle et une intelligence irrationnelle. L'intelligence rationnelle nous dit qu'on est mortel, elle nous aide à faire la fin du mois, et elle nous fait croire les choses qu'on a apprises. Et puis on a une deuxième intelligence qui est irrationnelle, qui est l'inné, qui est notre inconscient, qui nous dit le contraire, qui nous dit qu'on est là pour toujours, et que de vie en vie, on est recyclé, que le meilleur d'entre nous est gardé, voilà. Et ça, c'est mon intime conviction. Alors, personne ne détient la vérité, personne, sauf Jésus. Et donc, j'adore filmer mon intime conviction. Voilà. Donc, j'essaye de partager avec... j'ai 7 enfants, 8 petits-enfants, et j'ai un peu fait ce film pour eux, pour essayer de leur dire les 2-3 petites choses dont je commence un peu à être sûr. Voilà. Et c'est vrai que les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées. Jamais. Toujours un petit peu plus, toujours un petit peu moins. Quand c'est un petit peu plus, c'est le début du bonheur. Quand c'est un petit peu moins, c'est le début des emmerdes. Voilà. Et donc, j'ai l'intime conviction que l'amour, c'est mieux que la vie. Parce qu'à chaque fois que mon cœur a battu un peu plus vite, j'ai été un peu plus heureux. C'est vrai que c'est formidable de pouvoir aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai filmé cette histoire d'amour comme une compétition. C'est une vraie compétition d'amour. D'un seul coup, vous arrivez premier sur 7 milliards de gens dans le cœur de quelqu'un. Vous vous rendez compte? C'est formidable. Alors, dans le sport, quand vous êtes premier, on vous donne une médaille d'or. Quand vous êtes second dans le sport, on vous donne une médaille d'argent. En amour, si vous êtes second, vous êtes cocu.
Voilà, donc si on veut garder sa place au premier, il faut faire de gros efforts. Voilà. Alors, à la fin de notre conversation, j'aurai une petite surprise pour vous dans la salle encore, voilà. Et puis, voilà, je suis ravi de vous écouter et de pouvoir répondre à quelques questions. Alors, le public, c'est à vous. Qui se lance? Je vois un bras tendu à gauche. Peut-être au fond. Oui. On arrivera à vous tout à l'heure. Merci. Bonsoir. Merci de me laisser m'exprimer et merci pour votre filmographie qui est juste impressionnante. Aujourd'hui, je voulais justement vous parler de dualité. Il y a quelques jours, je suis allée voir le film de Steven Spielberg, West Side Story. Et alors, figurez-vous que la dernière scène où Maria est agenouillée alors que son fiancé a été abattu d'une balle, il y a quelqu'un qui lui dit « La vie, c'est mieux que l'amour ». Et alors ce soir, je me dis « Mince, je reçois une magnifique leçon d'amour ce soir ». Mais voilà, même le cinéma permet des interrogations. Est-ce à dire que le changement de siècle entre l'histoire de West Side Story qui se passe dans le New York des années 1950 et aujourd'hui, en 2021, les valeurs sont redistribuées. Voilà, c'est des interrogations que j'ai encore ce soir. C'est une très belle interrogation parce que West Side Story, c'est Roméo et Juliette. Et Roméo et Juliette, c'est un hommage que je fais dans ce film. Moi, mes Roméo et Juliette, mon Roméo et ma Juliette, ils ont déroulé du câble, ils ont eu la chance de vieillir, et quand ils parlent d'amour, ils savent de quoi ils parlent. Alors que le Roméo et Juliette de Shakespeare, c'était des jeunes qui découvraient l'amour. Voilà. Et donc, ce film est un peu aussi un hommage à Roméo et Juliette, et à toutes les histoires d'amour, bien sûr. Et puis c'est aussi un image aux Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, qui est le premier livre que j'ai lu quand j'étais gosse. C'est vrai qu'il y a eu souvent des Trois Mousquetaires dans mes films. Dans l'aventure, c'est l'aventure, ils étaient 5. Voilà. Et ce soir, ils sont 3. Ils sont 3, ces Trois Mousquetaires qui veulent se lancer dans l'honnêteté. Voilà. Et donc, l'amitié est une chose fondamentale. Ce film est construit, vous l'avez vu, sur les 3 A. L'amour, l'amitié et l'argent. Et c'est vrai que ce sont les 3 grandes obsessions de l'humanité. Ce sont les préoccupations principales qui viennent en tête dans toutes les statistiques. Et c'est vrai que si on a la chance de mettre l'amour en premier, c'est pas mal. L'amitié, c'est une roue de secours formidable. Et l'argent est là pour compliquer les choses. Elle est là pour polluer les choses, pour les arranger. Et vous avez vu dans ce film, on achète même une histoire d'amour qui va devenir la plus belle histoire d'amour. Donc, c'est au milieu de toutes ces contradictions que j'ai essayé de faire cette trilogie. Car ce soir, vous avez vu seulement le premier volet de cette trilogie. Et si vous aimez ce film, j'aurai la possibilité d'en faire le 2e et le 3e. Pour aller au bout de toutes ces observations, ces impressions. Mais c'est vrai qu'il y a une référence, et c'est drôle parce que j'ai envoyé un message à Spielberg pour le féliciter de son film, et il m'a répondu très très gentiment des choses que je ne peux pas vous répéter. Voilà. Vous avez donc le téléphone de Steven Spielberg. Alors je crois qu'il y a un monsieur qui voulait intervenir, il me semble. Voilà, premier rang. Ah, oui. Oui, bonjour. En fait, je voulais vous faire parler de la scène où on voit faire la gueule. Peut-être que je n'ai pas suffisamment de connaissances de vos 50 films, peut-être qu'il y a des autos de référence. Et moi, je me demandais surtout, donc, vous fondez beaucoup de choses sur Lino Ventura, et l'acteur qui est cité, c'est De Niro. Alors pourquoi est-ce que c'est venu dans une improvisation? Est-ce qu'en fait c'était prévu de longue date? Et bon, est-ce que vous pouvez nous dire plusieurs éléments là-dessus? J'ai l'impression qu'en creusant, vous avez plein de trucs à nous dire sur cette scène. Alors, j'ai eu envie un peu de parler de cette mort, à laquelle moi je ne crois pas trop, parce que je crois plus
à mon inconscient, mon irrationnel qui me dit que je suis là pour très très longtemps. Et c'est vrai qu'à l'âge que j'ai, je me rapproche de la ligne d'arrivée, donc j'ai envie d'être très pote avec la mort. J'ai envie qu'elle m'accueille gentiment et vraiment, enfin, encore une fois, c'est une question d'intime conviction. J'ai vraiment le sentiment que ça peut être une promotion et que de vie en vie, on a construit le monde avec le meilleur de chacun d'entre nous. Voilà. Et donc j'avais envie de parler de la mort avec un personnage comme Gérard Darmon qui n'a pas peur de la mort. N'a pas peur de la mort. Et je me suis inspiré pour le personnage de Gérard Darmon de Jacques Brel. J'ai eu la chance de rencontrer, de travailler avec Jacques, on était très amis. Il est venu me voir quelques jours avant sa mort. Il savait qu'il lui restait quelques temps à vivre. Donc à un moment donné, je lui dis, qu'est-ce que tu veux boire? Il me dit, une bière. Alors, je lui demande de bière, on boit, et puis à un moment donné, il boit sa bière, il ferme les yeux, et je lui dis, qu'est-ce qu'elle a ta bière? Et il me dit, écoute, c'est peut-être la dernière que je bois. Et depuis que je fais les choses pour la dernière fois, tu ne peux pas savoir comme j'apprécie la vie. Enfin, j'apprécie la vie. Jusqu'à maintenant, j'étais passé à côté. Et Dieu sait si c'était un jouisseur, et Dieu sait si c'était quelqu'un qui était dans le plaisir. Et il m'a dit, donc là, alors voilà, quand je fais l'amour, c'est peut-être la dernière fois, et là, aujourd'hui, je te vois, c'est peut-être la dernière fois, je te déguste. Je te regarde comme jamais je t'ai regardé. Donc, je suis parti de cette joie de vivre de Jacques pour créer le personnage de Gérard, qui va vers la mort presque en chantant, et il va tellement en chantant qu'il va même être récompensé puisqu'il va vivre la plus belle histoire de sa vie qui va durer 5 jours, voilà. Donc encore une fois, je suis parti de ces choses. Alors évidemment, la gueule d'enterrement, elle est venue toute seule. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on va aux enterrements, on fait tous des gueules d'enterrement, quoi. Hein, c'est vrai. Regardez-y la prochaine fois que vous irez à l'enterrement, vous verrez. Et c'est vrai que ceux qui ne font pas de gueule d'enterrement sont les plus touchés, ceux qui souffrent le plus. Je veux dire que quand on est profondément attaché à quelqu'un, on a envie de mourir avec lui. Vous voyez, je veux dire, regardez dans un enterrement, c'est ceux qui font rien qui sont les plus touchés. Et les autres, ils peuvent être touchés aussi, mais enfin, c'est vrai que la gueule d'enterrement fait partie de l'invitation. D'ailleurs, on sait aussi, au point de vue statistique, si vous envoyez 100 invitations pour un enterrement et pour un mariage, il y a plus de réponses pour l'enterrement. C'est curieux, mais c'est le monde dans lequel on vit où le négatif est plus fort que le positif. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est amusé avec ces gueules d'enterrement. Voilà. Mais amusez-vous à faire les gueules d'enterrement, vous allez voir, ça va vous faire beaucoup rire. Alors, une intervention. Je voudrais juste rebondir, c'est vrai que on connaît, donc je disais tout à l'heure, votre amour pour les acteurs. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a plusieurs générations, et on trouve ça Kev Adams pour le plus jeune, puis Xavier aussi, qu'on découvre avec grand plaisir. Comment se fait le choix de vos comédiens, en fait? Quand vous écrivez, vous pensez déjà à chaque comédien pour chaque rôle, ou pas du tout? C'est le moment le plus merveilleux et le plus angoissant. Parce qu'il ne faut pas se gourer sur le casting. C'est comme lorsque vous choisissez une femme, il ne faut pas se gourer. Donc le casting est très 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 important et j'ai l'habitude de faire moi-même mon propre casting. D'ailleurs, je ne passe pas par quelqu'un parce qu'il y a aujourd'hui des gens dont c'est la spécialité. Et donc, vous avez vu dans ce film, j'ai conservé les prénoms des acteurs. Et donc je prends des acteurs qui sont déjà proches des personnages que j'ai envie de filmer. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on a sur notre gueule la gueule de l'emploi. On ne peut pas, surtout à partir d'un certain âge, les rides disent la vérité. Vous voyez, je veux dire, et les rides peuvent être très très belles. Elles peuvent être cruelles, mais elles peuvent être très très belles. Et là, j'avais envie de montrer un homme et une femme qui avaient bien vieilli. Une femme qui se dit, bon, est-ce que je suis encore belle? Est-ce que je peux encore plaire? Est-ce que, voilà, en plus c'est une professionnelle de l'amour. Donc elle sait de quoi elle parle, vous voyez. Et si une professionnelle de l'amour dit « j'ai vécu la plus belle nuit d'amour », c'est que ça a été formidable. Et maintenant, si c'est une débutante, ça n'a pas le même sens. Voilà. Donc, Sandrine Bonner, Gérard Darmon, Kev Adams, que je l'adore parce qu'il incarne la jeunesse d'aujourd'hui.
C'est vrai qu'il y a toutes les générations, Robert Hossein, Elsa Silberstein, on a Béatrice Dalle en diable, formidable, Clémentine Sélarié qui a des rides merveilleuses. Voilà, donc tous ces personnages sont proches de ce que j'avais envie de raconter. C'est pour ça que j'aime pas trop les rôles de composition. Les rôles de composition, je les aime bien au théâtre. Mais au cinéma, j'ai envie, vous savez, le cinéma, pourquoi j'aime le cinéma? D'abord parce que le cinéma filme le présent. Et le présent, c'est la seule chose qui nous appartient. Il n'a pas le temps de vieillir, vous voyez. Et puis au cinéma, on filme les yeux. On filme les yeux, et les yeux, c'est la seule partie de notre corps qui ne ment pas. On ne sait pas pourquoi, avec ma parole, je peux vous raconter ce que je veux, mais avec les yeux ne savent pas mentir. Donc, vous l'avez vu dans ce film, j'ai filmé les yeux un peu plus que d'habitude. C'est ce que j'ai envie de faire dans la deuxième et troisième partie, aller encore plus loin. Voilà, donc, encore une fois, ça relève de miracle aussi, le casting. Parce que je remercierai jamais assez tous les acteurs qui m'ont dit non, ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Vous voyez, et c'est avec les oui que j'ai fait 50 films. Voilà. Donc je suis un adepte du oui. Voilà. C'est pour ça que je suis là ce soir, parce que j'ai plutôt dit oui que non. Voilà. Voilà. Et donc le oui a toutes les vertus. Pour moi, à chaque fois que j'ai dit oui, j'ai été plus récompensé que lorsque je disais non. Voilà. Et donc il y a des acteurs, je discute avec plein de comédiens. Alors si un comédien, je lui raconte l'histoire, et s'il me dit bah, écoute, je vais y réfléchir, je te rappelle, je ne le prends pas. S'il ne me dit pas oui tout de suite, vous voyez ce que je veux dire? J'ai besoin de spontanéité. Et j'essaie de construire ma mise en scène avec des acteurs qui sont spontanés. La spontanéité, personne ne détient la vérité, je vous le disais, mais la spontanéité, c'est un mi-chemin entre le mensonge et la vérité. C'est un truc formidable et j'adore quand les acteurs cessent de jouer, j'adore quand ils redeviennent des êtres humains. Donc j'ai toute une bande de copains, acteurs, avec lesquels j'ai pu jouer à ce jeu-là, Belmondo, Girardot, Trintignant, enfin Lino Ventura, la liste est impressionnante, mais ces gens-là ont joué le jeu, ils vous font cadeau au moment du tournage de leur joie, de leur valise, de leurs cicatrices, de leurs emmerdes. Vous voyez, de leur bonne humeur, de leur mauvaise humeur. Très important la bonne humeur et la mauvaise humeur au cinéma, parce que les acteurs sont des êtres humains, ils arrivent le matin sur le plateau avec leur valise, c'est aussi des gens qui ont des soucis, des problèmes. Et d'ailleurs, moi, j'ai mes espions, c'est les maquilleurs coiffeurs, et je leur dis, ah, comment aller ce matin? Tu vas voir, etc., les mauvais poils, ou ah non, il est en pleine forme, tu vas voir. Et donc, je me sers de cette bonne humeur et de cette mauvaise humeur, et ça fait des scènes formidables, car la bonne humeur et la mauvaise humeur sont très photogéniques. Voilà, donc, vous voyez, je travaille un petit peu en me laissant porter, chaque jour, j'attends des miracles, voilà, et quand les miracles ont lieu, ça fait des films que vous allez voir, et quand ils ne sont pas là, vous venez pas et je suis cocu. Et du coup, Xavier, j'imagine à vos yeux, c'était le parfait Jésus, alors si je vous suis bien. Un miracle. Un super miracle, d'autant que j'avais pensé à quelqu'un d'autre au départ, qui n'était pas libre. Et une heure après, Xavier est rentré dans mon bureau. Alors Xavier, il a une grande histoire avec moi, parce qu'il fait partie de mes apprentis. J'ai créé les ateliers de cinéma à Beaune, où on essaye de former les grands metteurs en scène de demain. Et donc, chaque année, je sélectionne 13 élèves, 13 apprentis qui ont la passion du cinéma pour leur transmettre ce métier, ce savoir. Et c'est comme ça que Xavier est arrivé à Beaune. Alors, tout de suite, je n'ai pas dit il a la gueule de Jésus, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand la personne qui devait faire Jésus n'a pas pu parce qu'elle est très occupée, 5 minutes après qu'on m'ait dit non, il est rentré dans mon bureau. Voilà, et je me suis dit, mais voilà, un miracle. C'était, en plus, il était, vous voyez, regardez, on ne peut pas. Voilà, et alors vous allez voir dans la deuxième et troisième partie. Alors dans la deuxième et troisième partie, il y a dans la salle une surprise, car il y a un couple de chanteurs de rue
qui commence une chanson qui aura beaucoup d'importance dans la deuxième et troisième partie. Ils sont là ce soir, voilà. C'est Joël et Laurence, ils sont là. Et je crois que tout à l'heure, s'ils veulent bien, ils vous chanteront la chanson du film. Voilà. Il y a des questions. Xavier, vous vouliez peut-être réagir Non, oui, c'est vrai que Claude de là-haut, ça fait longtemps qu'on l'observe. Hein. Et on l'aime beaucoup, parce que c'est le cinéaste français de l'amour. Voilà, c'est le cinéaste qui parle le mieux d'amour. Il n'y a pas un seul de ses films qui ne parle pas d'amour. Donc d'habitude, c'est moi qui tire les ficelles. Et puis là, j'étais bien content que ce soit lui cette fois. Donc je me suis laissé faire avec énormément de plaisir. C'était un vrai bonheur et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Alors, bon, comme je me repose encore en ce moment, donc on compte sur vous pour faire le miracle, et puis en parler à vos proches, si vous avez aimé le film. Et puis voilà, comme ça, il y aura une deuxième et une troisième partie. C'est Jésus qui vous le demande. Alors, des interventions, je vois plein de bras qui se lèvent. Il y a un micro là, ça arrivera après ici. Excusez-nous, on arrive. Merci, bonsoir. Alors tout d'abord, moi la question, un grand merci pour ce film très très émouvant et qui donne la pêche en cette fin d'année un peu difficile. Et aussi, je voulais dire que non seulement vous aimez les acteurs, mais vous aimez les gens. Et ça se sent. Et c'est formidable ce message, l'amour c'est mieux que la vie. Maintenant, je voudrais savoir quel est votre rapport, parce qu'on le sent depuis le début avec un homme et une femme et dans tous vos films, avec la musique, parce que la musique est un vrai personnage dans votre film, et comme vous annoncez tout à l'heure, on aura la chance d'entendre la chanson. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce rapport que vous avez dans votre cinéma avec la musique? C'est une question très importante parce que tous mes films sont très musicaux. Et si mes films sont très musicaux, c'est parce que je pense que la musique, c'est le langage de Dieu. J'en suis intimement convaincu. Je pense que c'est un langage universel. C'est quelque chose d'absolument magique. Un enfant qui sort du ventre de sa mère, vous lui faites écouter de la musique, il écoute. La musique, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui réveille notre inconscient. C'est pour ça que la musique a tant de succès. Parce qu'elle seule parle justement à cette